Bonjour, merci. Bonjour. Je suis très contente d'être là avec vous. Est-ce qu'on pourrait commencer par une petite description de votre entreprise, de votre start-up, Mixity. Mixity, qu'est-ce que c'est? Alors, Mixity, c'est une solution RH digitale qui évalue les entreprises sur leur maturité, sur la diversité et l'inclusion, sur 5 items majeurs, 5 dimensions, qui sont l'égalité femmes-hommes, le handicap, le multigénérationnel, le multiculturel et l'inclusion des personnes LGBT. Donc, c'est une solution RH. En fait, vous délivrez une note aux entreprises en fonction de leur engagement dans ces domaines sociaux. Alors non, on fait mieux que ça. D'abord, D'accord. c'est plus des scores que des notes, parce que nous, on n'est pas dans les bonnes et les mauvaises notes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire un état des lieux, de les emmener vers des pistes d'amélioration et des objectifs. Mais surtout, ce qu'on délivre, c'est une empreinte digitale. Alors aujourd'hui, on peut dire que c'est une empreinte sociale, parce que quand on s'adresse sur la diversité et l'inclusion, on est dans l'empreinte sociale. Et aujourd'hui, où il faut réduire l'empreinte carbone, il faut diminuer son empreinte numérique, on a une vraie opportunité d'augmenter son empreinte sociale jusqu'à satiété. Comment vous avez développé ce système de score? Alors en fait, c'est un long travail effectivement de fabriquer ce référentiel pour effectivement avoir des scores, des pondérations à l'intérieur de chaque référentiel, chaque item développé en fait. Quelles sont les entreprises que vous avez pu évaluer jusqu'à présent? Écoutez, on a lancé la plateforme en février 2020, juste avant un petit confinement. Et aujourd'hui, on a une centaine de clients. Et nos premiers grands clients étaient AXA, Allianz, Orange, le groupe BPCE, ING. Oui, puis on a aussi des startups aussi. Je pense à Équateur, je pense au Slip français, Castali. Voilà. Enfin, notre solution est valable, je dirais, de la TPE jusqu'au grand groupe. En fait, elle est adaptée à chaque fois, à chaque univers et chaque grandeur d'entreprise. Votre start-up fait-elle partie de ce qu'on appelle le mouvement Tech for Good? Oui, alors on est très proche du mouvement Impact France, parce qu'en fait, ça aussi, c'est un vrai sujet. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est, le mouvement Impact France? En fait, ce sont des entreprises qui œuvrent aussi un peu comme... Enfin, c'est aussi de la Tech for Good, c'est-à-dire on est un mouvement d'entrepreneurs et on veut savoir quel est l'impact qu'on a, alors l'impact positif évidemment, l'impact qu'on a en fait en développant des solutions différentes dans tous les secteurs de la société. Est-ce que, via des startups ou en étant acteur dans le monde numérique, on peut œuvrer à changer le monde en positif? Nous, on espère bien le changer, hein, c'est carrément. Alors pourquoi on espère le changer? Parce que en fait, quand je disais Mixity, c'est aussi la notion de mesure. Et quand on parle de mesure, on parle d'impact. Si on ne sait pas ce qu'on fait, où on va, on ne peut pas progresser. Et justement, la tech, le digital permet ça. Et c'est un outil fantastique de pouvoir avoir aujourd'hui dans tous les compartiments, dans tous les secteurs de la société, on peut utiliser évidemment la tech. Enfin, elle l'est utilisée. C'est pas on peut, elle l'est utilisée de fait, quoi. Et parmi les acteurs avec lesquels vous avez travaillé, est-ce que vous les avez suivis ensuite? Vous avez vu l'impact justement de votre mesure dans leurs décisions? Oui, on voit bien, par exemple, je disais AXA, à la fois qui est un grand groupe d'assurance français, puis si je prends le Slip français qui est une start-up sur le textile, en 2 ans et 3 ans, puisqu'en fait ils refont leur empreinte sociale, leur empreinte Mixity tous les ans, on voit effectivement la progression et c'est ça qui est intéressant parce que non seulement on fait ça, mais on délivre aussi une feuille de route, c'est-à-dire comment s'améliorer sur les différents points avec des solutions. Est-ce que c'est difficile de créer une start-up encore aujourd'hui, quand on est une femme? Alors moi d'abord je suis cofondatrice et très fière de l'être. Je suis cofondatrice avec Sandrine Charpentier et Jérôme Fortino. Déjà on s'est appliqué la mixité parce que c'est pas tout de vouloir dire il faut des équipes mixtes, il faut déjà se l'appliquer à soi-même, c'est beaucoup mieux. Est-ce que c'est difficile? Non, je crois que c'est plus une question d'envie, de motivation et vous savez ce qui compte après, c'est de savoir si vous allez délivrer un produit, le vendre et faire du chiffre d'affaires pour pouvoir embaucher. Parce que la vraie création de valeur que fait la tech, ce sont aussi l'emploi. Moi, je suis extrêmement fière d'avoir
co-créé Mixity, puis de continuer à œuvrer pour ça, parce qu'on crée de la valeur, on crée des emplois sur des sujets diversité-inclusion, qui est le cœur quand même du vivre ensemble partout. Et on a aussi un index à l'international. Je dis partout parce que je pense du coup qu'on a aussi un index à l'international. Et avant Mixity, vous avez fait plein de choses extrêmement intéressantes. Vous avez notamment été, arrêtez-moi si je me trompe, la première présidente de la Fédération française de foot. Alors ça c'est bien, mais c'est pas tout à fait ça. Ouais. C'est la première directrice. Ah, directrice, alors, ok. Si vous commencez à faire présidente alors que je n'ai pas été, je vais avoir des ennuis. Non, je vais pas avoir d'ennuis. Vous avez été la première directrice. Directrice, alors en charge, à l'époque c'était très novateur parce que c'était en 2002. Donc là évidemment, tous les jeunes ils se rendent pas compte que ce que c'était Internet en 2002, c'était pas grand-chose. Donc c'était à la fois être la première femme dans un secteur quand même plutôt masculin, de fait, quoi, à l'époque en tout cas. Et puis aussi sur le challenge de l'Internet où personne ne savait ce qu'on allait faire d'Internet dans les années 2000 en France. Les gens disaient, bon, ça ne nous servira à rien sûrement. Bon, voilà. Donc oui, c'était un vrai challenge. Il y a un rapport selon vous entre le numérique et le monde du sport ? Je pense que le numérique a permis et permet encore aujourd'hui de s'informer mieux. Enfin, c'est un peu les mêmes outils on retrouve dans différents secteurs. Vous allez vous informer plus vite, parce qu'en fait, on est tous comme ça. On veut plus vite le résultat, plus vite la vidéo. Si on prend le foot, plus vite on veut regarder le but, par exemple. Et avant, il fallait attendre la fin de la semaine ou la semaine d'après pour avoir... Bon, maintenant, on a quasiment tout en direct. Donc oui, et puis ça permet aussi de délivrer de la billetterie, de l'accès au stade plus facilement. Enfin oui, c'est un avantage numérique. Puis je pense aussi tout ce qui est marketing ici, aussi de la vente à distance des maillots et tout ça. Comment vous étiez quand vous étiez étudiante ? Alors moi déjà, je vais casser un peu les codes encore une fois, parce que moi je suis une autodidacte. Donc déjà, pour les études, j'en ai pas fait beaucoup. Mais justement, peut-être que c'est intéressant aussi de dire que c'est pas parce qu'on est peut-être d'une origine sociale plus difficile ou moins favorisée, je sais pas comment on peut l'appeler, c'est pas très important, mais on peut tous s'y mettre, on peut tous se mettre à se former. Et je pense que les générations d'aujourd'hui vont se former toute leur vie. Enfin, moi, je suis déjà ravie toujours d'apprendre quelque chose déjà, donc il n'y a pas de raison. Il faut avoir de la curiosité. Si vous avez de la curiosité, de l'envie, vous faites tout. Vous pouvez tout faire, de la passion. Regardez. Moi, j'ai fêté ma version 7.1 et puis ça me gêne pas du tout d'être là. Comment c'est justement de créer une entreprise quand on n'a plus 20 ans est-ce qu'il y a aussi peut-être une certaine méfiance dans le milieu ? Non, parce que nous, on est partis à 3 ensemble. On ne s'est pas méfié de nous-mêmes, parce qu'au contraire, on s'est fait confiance. Moi, c'était ma condition, effectivement, c'est qu'on travaille ensemble. Et personne ne regarde vraiment ça, en fait. Quand vous y êtes, on ne vous demande pas votre âge, quoi. On ne vous demande pas d'où vous venez. Ce qu'il faut, c'est l'efficacité, l'envie et puis le partage, quoi. Et puis toujours ce mot ensemble qui me plaît bien. Je vois des jeunes filles, là, j'espère qu'il y en aura de plus en plus qui vont travailler dans la tech, là, j'espère. Parce que c'est utile. Alors pourquoi il faut avoir des profils diversifiés dans la tech ? Ça aussi, c'est un vrai sujet. Si on ne développe des outils que par des profils identiques, on va oublier des parts de marché, on va oublier de développer des outils qui seront utiles pour tout le monde. Je peux donner un exemple précis. Par exemple, aux États-Unis, il y avait le développement de ce qu'on appelle la reconnaissance faciale. Et au départ, ça a été développé par des hommes blancs. Et voilà, il n'y a rien à dire à ça. C'est comme ça, c'était un État. Mais en fait, quand après les gens ont voulu utiliser les codes de la reconnaissance faciale, les femmes de couleur, ça ne passait pas. Les badges ne passaient pas. Donc on voit bien qu'à chaque fois qu'on oublie de travailler pour l'ensemble de la population, on fait des erreurs, ça crée des tensions et en plus on perd des parts de marché. Oui, c'est en ça que votre entreprise peut aider aussi les autres entreprises à être encore plus performantes aussi. C'est ça. Il y a de la performance économique, il y a de la performance sociale parce qu'il y a vraiment de l'intérêt à avoir des points de vue différents. On fait une réunion, on s'écoute et on dit « Ah oui, mais moi je raisonne comme ça ». Il y a l'âge qui peut être différent, il y a les gens porteurs de handicap qui se trouvent souvent exclus et souvent ils ont énormément de talent, il n'y a pas de raison non plus. Mais en fait, dans nos schémas de pensée,
on oublie d'être inclusif. Et en fait, on essaie aussi d'apprendre aux entreprises d'avoir du recrutement inclusif, mais du management inclusif. Parce qu'il n'y a pas que le recrutement, il y a les gens en place aussi, il faut absolument aussi les accompagner pour avoir cette ouverture d'esprit. C'est de l'ouverture d'esprit et de la curiosité. Quel est le niveau de mixité dans les startups aujourd'hui en France ? Alors, je ne sais pas vraiment le chiffre, mais il est très bas. C'est quelques pourcentages, malheureusement, de fondatrices, on va dire. Non, ce qui est intéressant, par exemple, parce qu'il n'y a pas que l'idée de fonder de la start-up, mais il y a un vrai sujet aussi sur les fonds d'investissement, parce que sur les femmes, il y a très peu d'investissement. Donc ça aussi, c'est un sujet. Donc, justement, moi, je fais partie d'un mouvement, enfin, Mixity, pardon, fait partie d'un mouvement Take Your Place. Et lundi soir, à Bercy, il y aura un grand lancement, justement, pour que les start-up soient plus inclusives. C'est un mouvement créé par Diversides et Mosaïque RH. Et nous, on est l'opérateur Mixity pour accélérer, on est partenaire de cette opération, pour accélérer la mixité et la diversité. Je dis bien parce qu'il n'y a pas que le sujet des femmes, il y a tous les sujets autour. Mais on commence avec les femmes parce qu'on est 52%, c'est normal. Ce que vous dites, c'est qu'en fait, il y a les investisseurs vont avoir tendance à moins investir dans les. Si j'ai bien compris, c'est ça ? Oui, c'est pas une tendance, c'est une réalité avec des pourcentages très forts en fait. Donc ça, c'est un vrai sujet aussi. Et là, ce qui est intéressant dans l'opération Take Your Place, il y a des fonds d'investissement qui arrivent aussi parce qu'ils se rendent compte aussi toute la perte de talent. Parce que aussi, on n'arrête pas de dire que la tech, on n'arrive pas à recruter, mais si on recrute toujours dans les mêmes secteurs et la même manière de recruter, on ne peut pas renouveler ces profils. Donc ça, c'est intéressant aussi. Quels sont de quelle manière vous faites en sorte que cette diversité prenne place dans les entreprises ? Donc vous avez parlé d'une feuille de route, mais je voulais avoir plus de détails sur la manière dont le changement peut se produire. D'abord, quand on veut initier un changement comme ça, il est très long. Il ne faut pas penser que ça se fait. Il faut déjà convaincre les gens eux-mêmes, je dirais, les gens des RH, les gens de la diversité. Des fois, ce sont des relais, des responsables handicap, par exemple. Donc déjà, que s'ils font la démarche Mixity, ils ont déjà envie d'avancer. Et c'est la mesure qui va dire effectivement où ils en sont. Déjà, selon où ils en sont, on peut aussi avoir des conseils différents. Parce que si vous êtes déjà sur un score, si par exemple vous êtes à 80%, vous allez avoir moins de travail que celui qui est à 40%. Donc selon effectivement déjà où vous en êtes, nos recommandations, on recommande des solutionneurs, ce qu'on appelle, ce sont des partenaires qui effectivement sont très pointus sur certains angles pour aider à la fois au recrutement, mais j'insiste aussi sur le management inclusif. Nous aussi, on fait de l'accompagnement dans les entreprises sur le management inclusif, d'avoir cette ouverture extrêmement importante. Parce que si on ne prend que le recrutement, ça devient un biais. Parce que dans une entreprise, on ne recrute pas, même si on recrute beaucoup dans les startups, mais pas tous les jours. Donc il faut continuer à assurer le management inclusif des entreprises. Et ça, on le fait aussi à la demande de nos clients. Et comment ça se passe, du coup, le management inclusif ? C'est prendre en compte les diversités de chacun au jour le jour ? Oui, c'est ça, c'est exactement ça, prendre en compte l'individualité. Mais pour ça, il faut déjà avoir conscience de ce qui nous traverse tout, qui nous habite tous. Ce sont les biais, les stéréotypes ou les préjugés. Et c'est pas la même chose. Donc ça, je vais pas développer là, mais en fait, c'est ça qui est intéressant, et de savoir qu'on a des biais, tous. Et c'est normal puisque le cerveau ne peut pas intégrer toutes les différences en permanence et tout le temps. Donc on fait souvent un peu des raccourcis, on peut dire ça, on fait des raccourcis. Et du coup, on jauge. C'est pas qu'on juge, c'est qu'on jauge mal du coup les personnes. Et en fait, il y a des méthodes en fait de sensibilisation. Et c'est pour ça qu'on fait ces accompagnements pour effectivement un peu déconstruire et au moins être conscient de ça. Au moins être conscient. Comment est-ce qu'on pourrait améliorer le recrutement des jeunes femmes dans les écoles tech et parce qu'on commence par là aussi, dans les lycées, les sensibilisations au lycée, j'imagine. Est-ce que Mixity aussi a des actions auprès des plus jeunes qui vont après se rediriger peut-être, et on espère, dans les écoles tech, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y en a jamais assez. Alors, comme je parlais des biais précédemment, alors je vais vous faire sourire, mais je vais proposer à Éthique de pas du tout aller voir les lycées. D'aller voir les maternelles. Parce qu'en fait, c'est là que ça se joue. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on croit, quand les jeunes filles ou les jeunes garçons, merci, je vois qu'il y a plein de garçons qui écoutent, c'est bien,
je veux dire que quand on a 14-15 ans, on a déjà toute l'éducation, tout ce que nous donne comme injonction la société, et on croit déjà, on sait que déjà à 14-15 ans ou 13 ans ou 16 ans, enfin dans cette période-là, on sait déjà plus ou moins ce qu'on veut faire, et on a déjà malheureusement des biais qui disent aux filles qu'on leur a répété tout le temps que l'informatique c'était pas pour elles, mais c'est pas possible. Donc il faut aller voir plutôt plus jeune. Alors évidemment, pour les écoles comme éthiques, il faut continuer évidemment quand même dans les lycées, dans les collèges, etc. Mais plus on peut descendre, plus on va montrer l'intérêt. Il faut avoir des gens qui témoignent. Et puis vous savez, pour les maternelles, moi d'abord j'adore cet âge-là, mais aussi par le jeu. Vous pouvez faire découvrir plein de choses. Donc moi je suis pour attaquer les maternelles. Alors c'est intéressant ce que vous soulignez sur les générations. Nous, on a dans nos 5 dimensions, on a ce qu'on appelle le multigénérationnel. On aurait pu l'appeler intergénérationnel, mais en fait dans les entreprises aujourd'hui, c'est vraiment du multigénérationnel, puisque c'est un des derniers endroits dans l'entreprise où il y a plusieurs générations. Il y a 3-4 générations. Donc ça c'est intéressant. Donc il y a quelque chose à cultiver, parce que ça ne se décrète pas non plus. Et alors sur les générations, je voudrais pas dire, mais il n'y a pas non plus que les jeunes qui sont très bons en tech, parce que là aussi c'est une erreur de pensée, parce que souvent ils savent se servir d'un smartphone et très très bien mieux que nous, je veux dire globalement, mais pour autant, est-ce qu'ils savent envoyer un mail? Est-ce qu'ils savent se servir des outils informatiques? C'est autre chose. Donc on a aussi, vous voyez, nos stéréotypes à penser que les anciens ne sauraient pas s'en servir et que les jeunes sauraient. Donc c'est pour ça que dans le multigénérationnel, il y a les générations entre les deux. Et là, on doit créer effectivement des synergies, du mentorat. Et le mentorat, c'est pas forcément, je dirais, le vieux et le jeune, c'est pas du tout, ou la vieille et le jeune, c'est pas du tout comme ça que ça se joue. Ça se joue en termes d'équipe. Je pense que c'est ça qu'il faut en fait insuffler, de mon point de vue. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Vas-y, sur le... Vous avez longtemps travaillé donc à la Confédération de foot. Alors, est-ce que ça s'est beaucoup développé avec votre action au sein de cette confédération, la mixité, l'inclusion? Aujourd'hui, quel serait votre constat dans le milieu du foot? Alors, dans le milieu du sport en général et dans le milieu du football en particulier, ce qui a fait le plus défaut, en fait, au fond de tout ça, c'est la gouvernance. Parce qu'en fait, encore une fois, comme dans une entreprise, parce que les fédérations sont des entreprises, si vous n'avez pas à la tête des gens qui sont ouverts à la mixité et à la diversité, ça va être très compliqué en descendant. Donc jusqu'à maintenant, enfin je peux vous donner un exemple, en 84, il y a eu pour la première fois dans les fédérations où là, il y avait une pratique par les femmes, il y a eu une obligation par la légale d'avoir une femme au conseil des fédérations. Il aura fallu 30 ans, en 2014, il aurait fallu 30 ans pour en avoir 3. Donc c'est dire aussi que si la loi n'est pas là, les gens disent on n'aime pas les quotas, mais de fait, s'il n'y avait pas eu les quotas, il n'y aurait pas de femmes. Et pour moi, c'est le plus important, c'est la gouvernance. Après 2024, les fédérations auront l'obligation d'être paritaires dans leur conseil. Donc ça avance, mais vous voyez, ça fait quand même 40 ans d'avance. Et puis sur la pratique, il n'y a pas non plus que sur le terrain. Il faut avoir aussi des filles, il faut leur permettre d'accéder au métier d'arbitre, de coach. En fait, c'est pour ça qu'il faut de la parité. Il faut plus de femmes parce que la gouvernance, plus elle est paritaire, plus elle va avoir une vision globale politique. Et c'est ça qui change. Autrement, les messieurs n'y pensent pas. Mais si c'était que des femmes, je pense que les femmes ne penseraient pas non plus. Il faut être modeste là. Voilà. C'est l'entre-soi qui ne va pas. Du coup, j'en profite pour rebondir en attendant peut-être qu'on ait de nouvelles questions. Vous parliez à l'instant de la politique des quotas. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faudrait appliquer davantage dans toutes les entreprises, d'avoir un quota de différents types de personnes ? En fait, ça devient très difficile de comment. Alors autant sur les hommes-femmes, c'est plus facile parce on a quand même cette, je dirais,
ce repère. Après, c'est très difficile de comment on va dire sur la diversité, comment on va dire on doit faire. Je pense que c'est pour ça qu'il faut ce travail de fond. Il faut plutôt accompagner. Moi, je crois beaucoup aussi, alors sur tous les enjeux de toutes les diversités, je dirais de 1000 diversités, il faut plutôt accompagner et ouvrir nos chakras, je dirais, Oui. pour être accueillant et avoir des entreprises inclusives, comme je l'indiquais, par le management. Et la volonté politique toujours aussi. Et au sein de votre outil d'évaluation, vous avez recensé combien de diversités différentes? Alors nous, on travaille que sur les 5 dimensions majeures hein, donc, D'accord. que j'ai indiquées. Après, on pourrait en avoir plein d'autres. Après, il faut savoir vraiment ce qui est mesurable aussi. Quand on parle des personnes LGBT, ce qu'on regarde, évidemment, qu'on ne demande pas si les gens sont hétéros ou homos, c'est pas ça du tout. Notre souci, c'est quelles sont les actions d'inclusion que fait l'entreprise pour que la personne puisse être ce qu'elle est. Et ça, c'est aussi une ouverture d'esprit pour pouvoir aussi dire, si vous êtes un homme et puis que vous avez un compagnon, que le lundi à la machine à café, vous puissiez dire, oui, on a fait ça avec mon compagnon. Alors que si vous le taisez tout le temps, ça fait des malaises et ça ne va pas non plus. Donc c'est intéressant aussi de voir toujours cette idée d'ouverture et d'inclusion. Oui, ça va. Oui, le bien-être au travail, ça va avec. Et puis, on voit aussi, il y a des études très importantes sur ces sujets-là. On voit que chaque personne qui n'est pas accueillie en tant que telle, il y a de l'incidence sur la performance. Et l'entreprise regarde ça aussi. Comment on fait du coup quand on travaille dans les RH pour justement avoir la main sur ce qui se passe dans les moments de sociabilité, à la machine à café? C'est justement les moments qui échappent un peu aux hiérarchies. Oui, mais tant mieux que ça échappe aussi. Tant mieux. Je pense que là aussi, il faut aussi des référents. Nous, on insiste beaucoup dans les entreprises d'avoir des référents. C'est-à-dire s'il y a un sujet qui doit être évoqué, on n'est pas obligé d'aller voir les RH tout de suite parce qu'on sait que ça peut être aussi des enjeux de rivalité, ce qu'on veut. Mais en tout cas, on peut avoir quelqu'un qui est référent, soit sur le handicap, soit sur les diversités en général. Donc ça, c'est intéressant d'avoir un ambassadeur, un référent. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir. Merci. Merci.